Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mode d'allaitement encore peu connu et pourtant pratiqué par de nombreuses mères, le tire-allaitement exclusif. Derrière ces mots se cachent souvent beaucoup d'organisation, de persévérance, mais aussi des parcours de vie parfois bouleversants. Pour en parler, nous recevons Victoria qui a accepté de partager avec nous son expérience. Ensemble, nous allons revenir sur son histoire, les épreuves qu'elle a traversées, son choix du tire-allaitement exclusif, mais aussi les réalités du quotidien lorsque l'on nourrit son bébé exclusivement avec son lait tiré. 2 spoilers avant l'épisode, Victoria est une queen. Et spoiler 2, tirer allaiter, c'est allaiter, point final. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Attention, cet épisode parle de décès d'un nouveau-né, à écouter avec le plus de précautions possible. Bonjour Victoria. Bonjour. Un grand merci d'être à notre micro. On te connaît sur Insta grâce surtout à tes vidéos assez drôles, moi je rigole, autour de la maternité. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu as envie de toi, de ton parcours, de ta famille et de ton histoire d'allaitement, même si on va y revenir tout au long de l'épisode? Oui, avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Victoria, j'ai 27 ans, je suis maman de 2 petites filles. Je suis créatrice de contenu à mes heures perdues du coup. Dans les ressources humaines. Je suis diagnostiquée d'une endométriose profonde. C'est un sujet que j'aborde aussi sur mes réseaux sociaux parmi tant de choses et principalement je parle de maternité. Mais voilà. Et niveau allaitement, du coup, j'ai allaité mes 2 filles, mais pas de la façon dont j'aurais imaginé. Et avant de parler du tire-allaitement exclusif que tu as mis en place du coup pour ta 2e fille, on aimerait revenir avec toi sur ton premier postpartum parce que c'est une partie importante de ton histoire de maman, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter l'arrivée de ta première fille ? Oui, alors ma première fille, elle est née d'une césarienne d'urgence à 29 semaines d'aménorrhée dans un contexte de prééclampsie sévère qui arrivait du coup assez tôt dans la grossesse. Du coup, comme elle était grande préma, avec en plus un retard de croissance, il y a un tire-allaitement qui s'est mis en place parce que forcément à ce stade de prématurité, ils ne sont pas capables de se nourrir seuls. Ils sont nourris par sonde. Et elle a été évidemment hospitalisée en réanéonate du coup. Tu as reçu un accompagnement à la maternité à ce moment-là par rapport au tire-allaitement ? Pas du tout. Après, je pense que c'est pas de bol parce qu'il me semble que les femmes, elles sont quand même assez plutôt bien accompagnées. Moi, on m'a parlé de conseillère en lactation, mais du coup, moi, pas du tout. J'ai juste eu très brièvement à mon retour de salle de réveil, parce que je suis restée très longtemps en salle de réveil, plus de 12 heures. Donc, une fois que je suis remontée, on m'a demandé si je souhaitais allaiter. J'ai dit que oui. Et on m'a brièvement, mais très très brièvement expliqué le fonctionnement du tire-lait. On m'a donné des tétrelles 3 fois trop grandes. Parce que c'est comme ça, malheureusement, je crois, dans quasi tous les tailles standardisées. Donc, on m'a brièvement expliqué le fonctionnement du tire-lait. J'ai pas du tout compris. Quand je voulais poser des questions, on me disait qu'il fallait que je consulte une conseillère en lactation à l'extérieur de l'hôpital, sauf que malheureusement, moi, je pouvais pas sortir avec la prééclampsie qui était hospitalisée. Donc, c'était un peu... c'était très compliqué. Pas beaucoup soutenu par l'équipe médicale, mais en même temps, c'est pas... Enfin, je veux dire, les auxiliaires de périculture ou les aides-soignantes, c'est pas les personnes les plus calées sur le sujet. Les sages-femmes, moi, j'étais pas en fait, faut aussi garder en tête que j'étais pas en maternité. T'étais en gynéco, ouais. J'étais en GHR, grossesse à risque, donc c'est pas non plus, je pense, l'endroit le plus adapté pour parler tout ce qui oui, mais on peut mettre tout en œuvre quand même pour que l'allaitement mais du coup, il y a eu un petit raté au niveau de l'hôpital. Ouais. Et j'ai pas été très bien accompagnée. Voilà, c'était un peu fouillis pour moi. Et avant la prééclampsie, avant l'accouchement, tu avais le projet d'allaiter ou tu n'avais pas réfléchi à la question ?
Je savais que je voulais essayer, mais je pense comme beaucoup de femmes, je me disais: «Bon, je verrai ce que ça donne», mais je m'étais pas spécialement informée, surtout que j'étais assez tôt dans ma grossesse, donc au final, Ouais, t'as pas eu le temps de faire ta préparation, etc. non, non, non. D'accord. Et donc, tu te retrouves avec ce tire-lait. Qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que tu mets en place malgré le manque d'accompagnement? En fait, on m'a pas du tout donné d'indication sur, à quelle fréquence il fallait tirer. Enfin, vraiment, moi, je tire de manière totalement aléatoire. Quand je vois que j'ai vraiment, mais c'était même pas du colostrum, c'était des petites gouttes transparentes parce qu'en plus, on était très tôt dans la grossesse. Il y a pas eu d'accouchement, physiologique, c'est une césarienne, donc je pense que le corps aussi, il est un peu perdu. Puis il y a le pré-éclampsie qui fait que le corps aussi, il essaie de lutter sur d'autres choses. Enfin, il a d'autres priorités peut-être Ouais, que ça devait bloquer la cascade hormonale quand même pour favoriser l'allaitement. ouais, ouais, donc en fait, je tirais, je voyais que j'avais rien. J'ai de la chance, j'ai une sœur qui a 4 enfants et j'ai une cousine qui est sage-femme. Donc, je leur envoyais des SMS, des répits en leur disant: «Mais je comprends pas, ça arrive pas, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de lait». Parce que du coup, en plus, en attendant, en fait, le bébé, il est nourri par du lait maternel issu de dons de lait parce qu'on peut pas le laisser s'affamer, quoi. Du coup, c'est bon, moi, je le sais que je le vivais assez mal parce que je me disais: «Oh là là, c'est la seule chose que je peux faire et je peux même pas lui donner, je peux même pas lui donner mon lait». Donc j'en ai parlé à ma sœur et à ma cousine et elles m'ont dit: «Écoute, faut que tu tires vraiment toutes les 3 heures, mets des réveils, même la nuit, tu te réveilles et ça viendra. Mais patience parce que, c'est pas un contexte classique, c'est pas un contexte normal, je pouvais pas toucher ma fille, j'avais pas de contact ou quoi, donc pareil pour la montée de lait, c'était un peu compliqué». Ah, tu pouvais pas faire de peau à peau Non, dans mon hôpital, je sais pas pourquoi, on n'avait pas le droit de toucher les. Enfin, en tout cas, moi, on m'a pas autorisé de faire de peau à peau avec elle. Donc j'étais un peu perdue, mais du coup, j'ai ma cousine sage-femme pour le coup qui a été d'une grande aide, qui m'a dit: «Tu tires toutes les 3 heures, tu te réveilles, tire à côté de ta fille, regarde des photos d'elle pendant que tu tires». Et elle arrivait cette montée de lait très tardivement, mais elle arrivait. Et ça représentait quoi pour toi, du coup, de tirer ton lait à ce moment-là? Comme je me sentais vraiment dans une situation d'impuissance et que j'avais une culpabilité, vis-à-vis de l'accouchement prématuré alors que c'est pas ma faute, la pré-éclampsie, c'était un peu, j'avais l'impression que c'était la seule chose que je pouvais faire pour elle, en fait, à ce moment-là, surtout qu'on pouvait même pas faire de peau à peau, donc pour le coup, j'avais vraiment l'impression que c'est tout ce que je pouvais faire. Donc c'était important. Alors, 2 semaines après sa naissance, malheureusement, tu perds ta petite fille qui est Ouais. décédée. Est-ce que tu te sens à l'aise? Désolée, c'est moi qui pleure, hein. Est-ce que tu te sens à l'aise de nous en parler? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as vécu à ce moment-là? Oui. Oui, oui, moi, il y a pas de souci sur ce sujet-là. Au niveau de l'allaitement, on parle du coup ou globalement? De tout. De tout ce que tu veux nous dire. C'est un moment très difficile parce que c'est pas un décès qui arrive soudainement, les choses vont mal et puis on perd son bébé. C'est un décès qui était, que je savais que ça faisait une semaine que je savais que ça nous pendait au nez, puisque c'était une fin de vie, dans un contexte de soins palliatifs. Horrible, je pense que tout le monde s'en doute. Horrible, difficile, hem, mais je sais qu'elle est partie, entourée, elle était pas seule. Donc voilà, je sais que je me suis donnée à fond et que j'ai fait mon max pour qu'elle parte apaisée, pour elle a eu son lait. Voilà, pas facile. Et alors, du coup, tu avais eu du lait. Oui. Et donc, tu perds ton bébé. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on t'accompagne sur ce sevrage forcé? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, alors moi je savais qu'elle allait partir, mais j'ai pas du tout, ralenti au niveau du rythme de tirage parce que je sais pas, en fait, je réfléchissais pas à ça et je voulais juste vider mes seins parce que du coup, en plus, comme c'était bien lancé, toutes les 3 heures, c'était plein à craquer. J'ai tiré beaucoup, beaucoup de lait pendant cette période-là d'ailleurs. Et j'ai pas du tout été accompagnée sur le sevrage. J'avais une infirmière qui m'avait proposé, mais en fait, j'avais pas compris à ce moment-là, qu'elle me proposait justement, enfin, qu'elle m'avait donné ses coordonnées pour que je puisse la solliciter si jamais, enfin voilà, vis-à-vis de l'arrêt. Donc ça m'est totalement passé au-dessus, mais sinon d'un point de vue, enfin je veux dire structure hospitalière, parce qu'elle a fait cette démarche à titre perso, l'infirmière, hein. Je vous donne mon numéro perso, n'hésitez pas à m'appeler. Mais au niveau de l'hôpital, j'ai pas eu d'encadrement particulier. Enfin, je sais que ça se fait plus dans certains hôpitaux, mais qu'il y a un Les médicament. médicaments, ouais. Malheureusement, on me l'a pas proposé. C'est vrai que avec le recul, je me dis que ça aurait été peut-être une bonne chose qu'on me dise: «Bah écoutez madame, si vous voulez,
on peut vous prescrire un médicament, mais ça n'a pas été fait. Et c'est un petit peu trash, mais en fait, je le prends pas mal parce que je sais que l'équipe médicale m'a demandé à ce moment-là parce que il devait avoir une réponse, mais ils m'ont proposé du coup de donner mon stock de lait, comme il y avait quand même pas mal de lait. Ils ont commencé à me parler du don de lait, savoir si j'étais OK pour le faire, surtout qu'il y a des documents à remplir du coup. Et voilà, au début, j'étais complètement fermée. Moi, je me disais non, c'est le lait de mon bébé, je veux pas le donner, c'est horrible. Et au final, j'ai donné tout mon stock de lait. Pour d'autres petits bébés. Ouais. Donc pas de traitement. Alors enfin, on fait un petit encart vite fait maintenant de ne plus forcément de traitement parce qu'il y a des effets indésirables cardiaques en fait. Mais pour le coup, la perte d'un bébé, ça fait partie des indications où le bénéfice peut être supérieur au risque. Et voilà. Mais bon, après, si le don n'est pas dans ton hôpital, c'est tout. Est-ce que, du coup, d'ailleurs, ça s'est arrêté tout doucement? T'as continué à un peu vider tes seins ou t'as arrêté d'un coup En fait, c'est un peu compliqué parce que du coup, entre-temps, j'avais quand même loué un tire-lait. Parce que, en fait, au moment où j'ai demandé la location du tire-lait, la situation médicale était favorable. Donc, forcément, j'en ai commandé un. Donc, j'avais quand même un tire-lait à la maison quand on est rentré de l'hôpital. J'ai commencé à diminuer le rythme, mais bon, comme c'était un rythme de toutes les 3 heures, ça prend du temps quand même à espacer et puis à arrêter. Sauf que malheureusement, une semaine après ses obsèques, on part en Martinique parce qu'elle a été inhumée sur l'île de son père. Et j'ai pas pris mon tire-lait avec moi parce qu'il était énorme. Enfin, c'est le vieux truc là, complètement. Qui prend toute la place dans la valise, ouais. Voilà, donc moi je me suis dit, je pars sans, j'ai pas trop le choix. Sauf qu'à ce moment-là, je tirais encore mon lait de manière assez régulière dans la journée. Parce Mais que rien que dans l'avion, ça devait te faire mal, ces 8 Ouais. heures de... Ouais, c'était horrible du coup, mais par chance, je sais pas comment. Je pense que le corps, il a dû comprendre aussi. Bon, on va l'aider, on va pas la mettre dans une galère supplémentaire. J'ai pas eu une mastite, j'ai eu énormément d'engorgement. Je me réveillais, c'est horrible ça aussi, se réveiller trempé de lait alors que le bébé il est plus là. Ouais, c'est quelque chose, mais du coup, j'avais les seins très durs, mais ça s'est arrêté quand même assez rapidement. Je pense au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, ça s'est stoppé tout seul. Sans trop de douleur. Franchement, j'ai eu de la chance. Ça a été un peu douloureux, mais pas autant qu'au cours de mon deuxième allaitement, j'ai connu des douleurs plus difficiles, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te propose ou qu'on t'explique à ce moment-là dans ce sevrage brutal? Ce que j'aurais aimé, parce que moi je connaissais rien au tire-lait. Enfin, pareil, quand je me suis renseignée sur si je voulais allaiter ou pas, le surallaitement en 2023, c'était quand même, il y avait très peu d'infos dessus. Donc si j'avais su, j'aurais pris un tire-lait manuel au moins pour me soulager, ou un AK pour aspirer un petit peu. Enfin voilà. Recueillir, tirer les manuels, ça coûte pas très cher et ça prend pas de place dans la valise. C'est ça. Et en plus, c'est compliqué de tirer son lait avec un tire-lait hospitalier pendant un vol. Je pense que c'est pas possible. Plus tu dois le brancher, etc. C'est pas possible. Ouais. Pour le Medela, c'est pas possible. Et alors après cette première expérience marquée par un deuil, t'es devenue maman une deuxième fois, tu le disais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des... Alors du coup, t'avais encore un projet d'allaitement, j'imagine. Oui. Est-ce que t'avais des appréhensions par rapport à ça ou même par rapport à l'accouchement et tout ça? Comment ça s'est passé ta seconde grossesse? Ma seconde grossesse, elle s'est bien passée. Elle a été surveillée forcément plus que l'antécédent, mais j'ai eu un traitement, donc tout s'est très bien passé, vraiment RAS, grossesse paisible sur le plan médical. Ça a été une deuxième césarienne parce que j'ai pas eu une césarienne classique, j'ai eu une césarienne un peu particulière avec une incision verticale. Oui. Je réfléchissais. Mais oui, c'est ça. Et du coup, en fait, on a une contre-indication à la voix basse par la suite parce que c'est en plein sur le muscle, c'est trop fragile. Oui, il y a un risque de rupture plus utérine. Donc, pas ravie du mode d'accouchement, mais bon, il faut le faire. J'ai eu des appréhensions vis-à-vis de la césarienne, surtout en fait, parce que dans mon hôpital, on est séparé du bébé, donc on ne peut pas donner le sein en salle de réveil. Donc là-dessus, j'avais un petit peu peur, surtout qu'ils m'ont direct dit il y aura un complément, on est obligé de lui donner du lait artificiel, ce sera comme ça. Mais c'est quoi cet hôpital là? Pas du tout la belle hôpital ami des bébés là. Au même endroit en plus, donc déjà contexte lourd, tout ça, voilà, pas très agréable, mais du coup je stressais un petit peu vis-à-vis de ça, j'avais de l'appréhension vis-à-vis de ça parce que je savais que j'aurais pas mon bébé au sein. Et qu'en plus, il y aurait un complément. Et surtout, en plus, normalement, c'est 2-3 heures la salle de réveil. Moi, je suis restée plus de 6 heures, encore une fois. Donc pas optimal pour la mise en place de l'allaitement, forcément.
Et on avait fait une première mise au sein, j'ai quand même eu le droit de l'avoir 10 minutes avant d'aller en salle de réveil, mais pas du tout concluant. Les auxiliaires de puériculture, ah, les tétons, ils sont pas bons, ils sont ombiliqués, il faut des bouts de sein, ça va pas du tout, madame. Sauf qu'en fait, moi, j'étais allongée parce que je venais de me faire découper en deux. Forcément, la mise au sein, elle allait pas être top, mais du coup, c'est vrai que ça m'a un peu, cette première tétée là, elle m'a mise la pression et je me suis dit, mon Dieu, ça va pas être. Alors que moi, quand je me suis renseignée sur l'allaitement, je me suis beaucoup renseignée cette fois-ci pour le coup, parce que il y a beaucoup de contenu sur l'allaitement. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de ressources. Elle a quel âge ta deuxième? Ma deuxième, elle a 10 mois. Donc, j'avais l'impression que c'était quand même quelque chose d'assez facile, assez naturel. Et je m'étais pas tant renseignée sur les situations galères qu'on pouvait vivre parce que je m'étais dit, ah, mais c'est trop simple, c'est naturel, ça va se faire tout seul. Et là, c'est vrai que j'ai pris un bon coup de stress et je me suis dit, ça va pas être si simple que ça, j'ai l'impression. Mais après, j'attendais de revoir une fois remontée en chambre, la deuxième mise au sein, etc. Et pendant les 6 heures, t'as pas stimulé toi-même avec de l'expression manuelle ou mis un recueil-lait ou... Non, j'ai pas du tout pensé à ça en fait. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça. Et puis en plus, je savais pas que j'allais passer 6 heures. Pour le coup, moi, j'étais beaucoup moins honte. Et c'est après qu'ils m'ont fait comprendre que ce serait pas tout de suite, parce que il y a eu de l'hypertension, etc. Donc, Alors, raconte-nous un petit peu les débuts de l'allaitement de... Pour ma petite deuxième, du coup, une fois que je suis remontée en chambre, j'ai demandé directement à la mettre au sein parce qu'en plus, on lui a donné le complément une fois qu'elle est sortie, directement après, enfin, dès qu'elle est allée se faire essuyer, tout ça. J'ai pas compris pourquoi on lui a donné à ce moment-là, surtout que c'est pour ça que derrière, la tétée n'était pas concluante parce qu'elle avait déjà eu à manger. Hein. Mais du coup, pendant 6 heures, elle a rien mangé, la pauvre. Donc, je l'ai mise directement au sein. J'ai demandé de l'aide à une auxiliaire de puériculture parce que, en fait, quand je m'informais sur l'allaitement, moi je me disais que ça doit être super naturel, parce que je savais pas comment faire. Le bébé va se pluguer et hop. Ouais, mais malheureusement, c'était pas si simple que ça dans mon cas. Donc j'ai demandé de l'aide, on a galéré, enfin vraiment, elle n'arrivait pas à prendre le sein, c'était horrible, c'était super long pour elle d'accrocher. Des fois, elle s'accrochait puis elle lâchait directement, enfin c'était super compliqué. Donc à chaque tétée, du coup, moi, j'osais pas le faire toute seule. J'ai appelé un personnel médical aussi parce que je commençais à avoir des crevasses et je me disais, c'est moi, je me positionne mal, c'est moi qui fais mal forcément. Donc je voulais qu'elle vérifie qu'elle soit bien mise pour pas qu'on aggrave le truc. Mais au bout de 24 heures, c'était complètement crevassé de partout au point de saigner. Enfin, c'était horrible. Et en plus, du coup, comme les tétées, je pense qu'elles n'étaient pas très efficaces. Ma fille, elle demandait constamment en fait le sein à manger. Et donc, ça s'est pas du tout mis facilement en place. Ça a été hyper compliqué. Je trouve que les équipes médicales, malheureusement, elles sont pas de très bons conseils parce qu'elles m'ont directement orientée vers le tire-lait en me disant, il faut que vous guérissiez. Ou alors, lâchez l'allaitement, on va donner des biberons. Enfin, vraiment pas du tout soutenu. Il y a un moment où je me suis carrément effondrée psychologiquement parce que moi, c'est hyper important ce projet d'allaitement. Comme j'ai été privée avec ma première, je voulais vraiment que ça fonctionne. Et j'avais mal, quoi. Enfin, avec la chute d'hormones, la douleur, l'impression de ne pas réussir à faire ça. Enfin, c'était horrible. Et je me suis effondrée psychologiquement. Et il y a une sage-femme qui m'a mis la main sur l'épaule et qui m'a dit non, mais au moins cette fois-ci, elle est vivante, donc il faut voir le positif. Donc, pas facile, pas soutenu par l'équipe médicale du tout. Et un petit peu ce truc de. Attends, mais c'est violent. Faut arrêter d'aller là-bas. Hein. Ah ouais, non, c'est super violent. Viens accoucher par chez nous la prochaine fois. La route. Ouais, non, la prochaine fois, là, j'avais pas le choix, comme c'était une grossesse à haut risque. Ouais, bien sûr. J'avais pas le choix d'aller ailleurs. Mais effectivement, c'était pas facile à la maternité. Et du coup, directement, j'ai tiré mon lait. Je continuais de la mettre au sein, mais je tirais mon lait parce qu'en fait, ça faisait trop mal et que. Bon, c'était pas une si bonne idée que ça, parce que finalement, elle était très en taille 30. Taille 30. Non, mais il y a Ouais, rien il y qui avait que ça. pauvre. Ouais. Mais taille 30, on vient d'apprendre que même les vaches, leur mamelle, c'est moins de 24. Ouais. Ah non, c'était horrible. Donc, on donnait des biberons de lait maternel. Des fois, elles insistaient tellement qu'on était obligé de donner des compléments de lait artificiel parce qu'elles me disaient non, mais c'est pas assez, il n'y a que 40 millilitres de lait maternel, il faut donner du lait artificiel. Donc, elle avait un biberon à peu près par jour de lait artificiel. Elle a jamais perdu de. Enfin, en plus, c'est marrant parce sur sa courbe de poids, elle était toujours très bonne, mais je sais pas pourquoi elles insistaient autant pour du. S'ils y connaissaient rien, là, pour le coup, d'habitude, je reste confraternelle, mais là, c'est compliqué, ouais. Ouais, non, c'était un peu compliqué, mais bon, j'ai persévéré. Il y a eu des petites améliorations, mais c'était quand même toujours crevassé. C'était toujours hyper douloureux, les mises au sein.
Et après, on est sorti de l'hôpital et je suis allée voir directement une conseillère en lactation, mais qui n'a pas été de très bons conseils pour le coup. Elle m'a conseillé de tirer mon lait, de donner un biberon pour me soulager, pour guérir. Elle m'a dit que j'avais des bleus au téton. Je ne sais pas si c'est un truc réel. Enfin, j'en ai jamais trop entendu parler, mais en tout cas, elle me disait que j'avais des bleus au téton et qu'effectivement, il y avait un petit problème. Après, c'est pas un pro de santé, mais elle sentait qu'au niveau de la succion du bébé, il y avait quelque chose qui allait pas. Mais tu les voyais, les hématomes au niveau de tes tétons? Bah, c'est vrai que ça faisait un peu bleu, mais en fait, c'est tellement crevassé que c'était un peu un chantier, le truc. Je faisais pas trop attention en France. Mais du coup, voilà, je n'ai pas trouvé de très bons conseils parce que favoriser le tire-lait face à une mise au sein, bah, en fait, on continuait quand même les tétés, mais en fait, on limitait. Alors, je veux dire, c'était full tété et puis un biberon par jour, puis ensuite c'était 2 biberons, beaucoup moins de tétés, plus de tirer. Et puis en plus, il y a aussi le sujet auquel moi, du tout, je ne pensais pas du tout à cette époque-là, c'était le fait de et donner le sein et tirer son lait. Et on tombe dans une surstimulation. Donc en fait, on est obligé de se soulager. C'est un cercle vicieux total. Et je suis tombée dans le truc de. Enfin, je ne savais plus comment gérer. Et pour le coup, que ce soit ma sage-femme ou la conseillère en lactation, elles étaient un petit peu désemparées et puis elles ne comprenaient pas trop pourquoi ça fonctionnait pas, quoi. Et alors, à quel moment tu comprends que le tire-allaitement va devenir son mode d'alimentation principal? J'ai continué à persévérer avec le sein pendant 1 mois et demi. Bonne time. Ouais, mais après, c'était qu'une tétée par jour, histoire de me dire non, mais ça va se remettre, parce qu'on m'avait dit aussi, il faut qu'elle prenne du poids et puis elle apprendra à téter mieux quand elle sera un petit peu plus grande. Je suis pas sûre de la véracité de l'information. Mais voilà, du coup, moi, je m'accrochais à ça en me disant, bon, bah, ok, je vais tirer mon lait, parce que c'est soit je tire mon lait de toute façon, soit je lui donne du lait artificiel et je perds complètement ma lactation. Et aussi, bah, c'est soit je tire mon lait, soit j'abandonne le projet d'allaitement, parce que là, ça fait trop mal. Je peux pas lui donner le sein, je veux dire, 8 fois par jour, c'est pas possible, j'ai trop mal. Donc, je laisse une tétée par jour pour voir s'il y a des améliorations, etc. Et en attendant, tout le reste, ça sera du lait maternel au biberon. Je pense que c'est au bout de 3 semaines où j'ai vraiment compris que bon, bah, là, c'est un peu compliqué, quoi. Et c'est surtout que, en fait, même moi, le fait de la mettre au sein, je soufflais. J'étais pas contente quand elle avait faim, parce qu'en fait, je savais que j'allais avoir mal, je savais que j'allais y galérer. Et ça devenait vraiment une source d'angoisse, au point qu'on avait eu des galères sur son acte de naissance, il y avait des fautes, etc. On a dû aller faire un aller-retour à la mairie et sortir dehors avec elle. Moi, j'étais paniquée à me dire, mais mon Dieu, s'il faut que je lui donne du sein en public, je vais galérer, tout le monde va voir mes seins. Elle va hurler, je vais être torse nu sur la place publique et à galérer. Enfin, je vais passer pour une folle, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas envie de subir. En fait, je le subissais, quoi. Très concrètement, entre la douleur et la pression. Et comme j'avais tiré à l'aider pour ma première, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas du tout mon délire ou mon rêve ou mon kiff de passer en tir-allaitement exclusif, mais c'est soit ça, soit en fait je lâche parce que ça fait trop mal. Et personne nous aide aussi, parce qu'entre-temps, on m'avait parlé de tout ce qui était bilan orthophonique, kinésiologie, etc. Parce qu'avec la naissance par césarienne, des fois, les bébés sont trop sous tension. Enfin, on m'a parlé de plein de pistes éventuelles, sauf qu'en fait, il y avait personne qui répondait au téléphone parce qu'on était en plein mois d'août. Personne n'était dispo, donc en fait, bon, voilà, c'était soit full tire-allaitement, soit je lâchais l'allaitement. Et moi, c'était trop important pour moi qu'elle ait du lait maternel, en fait. Peu importe le mode d'administration, je voulais vraiment qu'elle ait du lait maternel. Et alors, du coup, on se rend pas bien compte de ce que ça représente au quotidien d'être en tire-allaitement exclusif. Pour avoir un peu tiré au travail, déjà, c'était lourd. Elle se plaint de tirer une fois par jour, tu vois. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type quand on est en tir-allaitement exclusif? Oui. T'as un petit bébé, là, du coup. Ouais, un petit bébé. Ça évolue après. Ouais. La journée type, c'est simple. Moi, j'avais une alarme qui sonnait toutes les 3 heures sur mon téléphone pour me réveiller, pour tirer, que ce soit de jour ou de nuit. Beaucoup de vaisselle, parce que du coup, à chaque fois, il fallait laver le matériel, forcément. Je sais qu'il y a des femmes qui mettent les tétrelles au frais, etc. Mais il me semble qu'on est revenu sur cette recommandation-là et qu'on recommande plutôt de rincer maintenant, à minima, et de laisser sécher. Mais moi, du coup, en fait, j'ai jamais utilisé cette technique parce que très vite, j'ai eu une mycose mammaire qui s'est installée. Ah ouais, donc là, il faut bien nettoyer. Ouais. Ouais, il faut nettoyer, il faut stériliser aussi. Donc vraiment, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais l'alarme sonne, on tire pendant 30 minutes, on lave son matériel, on stérilise pendant une quinzaine de minutes, 2h15 après, il faut recommencer. Et entre deux, tu dois donner à ton bébé aussi. Voilà. Après, moi, j'ai de la chance, pour le coup, j'avais quand même j'ai eu le papa pendant très longtemps, et heureusement,
Mais voilà, quoi, c'est vraiment rythmé par les tirages, rythmé par le tire-lait. Le bébé pleure quand tu tires ton lait, t'es toute seule, faut que tu prennes avec les tétrelles. Enfin, c'est rocambolesque. Et aussi, il y a aussi le sujet de la conservation. Faut bien penser à mettre son lait au frais parce que des fois, quand on finit de tirer, on oublie, on laisse son lait, on part à la sieste. C'est fou. Des fois. Donc voilà. Ça prend beaucoup de place dans le frigo et dans le congélateur, non? Oui. Et alors, tu peux pas sortir de chez toi plus de 3 heures? Alors si, moi par contre, quand j'ai vite compris que t'étais mieux équipée après ou t'étais restée avec un tire-lait géant? Non. En fait, moi, j'avais un tire-lait nomade dès le départ, pour le coup. J'ai eu assez de chance. Mais je comprenais pas comment m'en servir. Mes tirages, ils étaient tout pourris parce qu'en fait, il y a encore cette problématique de tétrelle. J'avais pas du tout la bonne taille, comme beaucoup de femmes, malheureusement. Donc, je comprenais pas. Après, j'ai pris le coup de main parce que pas le choix, en fait. Au bout d'un moment, on peut pas non plus rester enfermé à longueur de journée. De toute façon, il y a des impératifs de rendez-vous médicaux, administratifs, que quoi qu'est-ce. On est bien obligé de sortir de chez soi. Donc, après, avec le temps, j'ai appris comment bien m'en servir, comment bien me positionner dans le soutien-gorge, prendre des bonnes tailles d'insert pour avoir des meilleurs tirages. Et voilà. Et puis, avec le temps aussi, on commence à comprendre comment nettoyer son tire-lait à l'extérieur parce que des fois, on doit faire 2 tirages à l'extérieur. Enfin, voilà. Et alors, c'est un choix qui peut être interrogé, comme tous les choix des femmes, hein, l'allaitement, non-allaitement. Le tir-allaitement exclusif, comment ça a été perçu par ton entourage? Je pense qu'il y a une bonne partie de l'entourage qui l'a vu comme un acharnement non nécessaire, en se disant ça marche pas, donne juste du lait maternel, jusqu'aux coparents qui m'avaient dit mais laisse tomber, c'est bon, il donne des biberons de lait infantile. Enfin, lui, il pensait que c'était une problématique financière, alors que le tir-allaitement, c'est pas gratuit non plus, quoi. T'as rien compris, mec. Complètement à côté de la plaque, et du coup, je lui ai expliqué que non, en fait, c'est parce que je veux l'allaiter, et si le sein, ça fonctionne pas, voilà, il y a aussi ce mode-là qui me permet de quand même l'allaiter. C'est pas le rêve, mais je le fais quand même pour elle. Et aussi le fait de tirer à l'extérieur, tout ça, parce qu'il y a le fait d'être en tire-allaitement exclusif, mais il y en a qui me disent mais donne un petit peu de biberon en poudre, enfin de lait en poudre, comme ça tu te soulages, t'as pas besoin de tirer quand t'es dehors. Parce que c'est vrai que c'est pas facile non plus de tirer son lait à l'extérieur à la vue de tous. Enfin, il y a des gens qui comprennent pas. Je sais pas trop quel est le regard, mais de la part de personnes qui connaissent pas du tout ce mode d'allaitement, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec son tire-lait. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui ont perçu comme un acharnement non nécessaire, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ont été très, très admiratifs malgré tout, parce que c'est pas facile d'être collé. Je sais plus combien d'heures c'est par jour au début quand on tire toutes les 3 heures, mais je crois qu'il y a pas collé au tire-lait, donc. Est-ce qu'on parle de ta belle-mère ou pas? On peut en parler. Parce que ça nous avait choqué quand tu nous as raconté en DM. Vas-y, dis-nous, recontextualise. Donc, une semaine après la naissance de ma fille, ça faisait 2 jours qu'on était rentrés à la maison avec le père de ma fille. Et dans sa culture, il y a ce qu'on appelle le mois d'or. Je pense que vous connaissez le concept. Donc, du coup, il avait invité sa mère à la maison, malgré que je lui ai dit... le mois d'or, c'est avec quelqu'un qu'on apprécie. C'est avec l'accord de la mère, et c'est censé soulager la mère. Mais moi, je lui avais dit que j'avais besoin de mon cocon vis-à-vis de ce qui m'était arrivé précédemment, etc. Il n'a pas respecté ce souhait-là et cette demande de ma part. Donc, en fait, sa mère est venue et sa mère, me voyant galérer pour donner le sein à ma fille, a pris ma fille et voulait me montrer une position d'allaitement à l'africaine, prétendument. Donc, elle me l'a prise des bras et elle a commencé à mimer une position. Sauf qu'en fait, elle en est arrivée au point de tellement mimer l'action qu'elle a soulevé son t-shirt et moi, je pensais qu'elle allait arrêter là pour me montrer... voilà, tu positionnes comme ça. Sauf qu'en fait, à un moment, elle a baissé sa brassière, elle a collé ma fille à son sein. Dieu merci, le monsieur était dans la pièce avec moi parce que je pense qu'il m'aurait dit, mais elle n'est jamais capable, elle n'aurait pas fait ça, pas du tout. Donc au moins, là, il a été témoin comme moi. Et elle a fait téter ma fille sur son sein. Et ma fille s'étant accrochée à son sein, elle m'a regardée, elle m'a dit, tu vois, elle tète. Voilà, moi j'étais horrifiée. En fait, je me pensais que c'était le manque de sommeil qui m'avait rendue folle et que j'avais complètement fabulé la situation parce que c'est... Ouais, c'est improbable. C'est ça, je rigole, mais c'est purement nerveux parce qu'en fait, aujourd'hui, ça fait presque 1 an que ça s'est passé cette scène et j'en reviens toujours pas. Je me dis, c'est dingue. C'est dingue, pourquoi ce genre de truc, ça m'arrive que moi? Ouais, c'est vrai. Ma pauvre, j'ai envie de te faire un câlin et de défoncer ta belle-mère, mais bon, on est sympa, nous.
Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ton mari, ton conjoint a dit quelque chose? Bah, en fait, il a rien dit. Et moi, j'étais tellement sous le choc de ce qui venait de se passer que j'étais complètement Abasourdi, quoi. désemparée. Ouais. Je devais être livide et je pense que ça se voyait que j'étais mal sur ma tête. Vraiment, tu peux pas rester impassible face à une telle scène. Ouais. Mais comme il a rien dit et qu'elle m'a dit tiens, vas-y, à toi, Oh. bah, en fait, j'ai rien dit pendant 24 heures. J'ai digéré le truc et j'étais hyper choquée. J'ai pas voulu la laisser reprendre ma fille derrière. Hein. Par contre, elle l'a très bien senti, ça. Et a posteriori, on m'a fait le reproche, mais bah, normal, quoi. Ouais. Mais au bout de 24 heures, j'ai pris mon conjoint à part et j'ai dit mais elle est folle ta mère. Elle m'a fait pourquoi t'as rien dit? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Parce que là, je comprends pas ce qui se passe. Là, c'est le gros what the fuck, ouais. Ouais. Et après, bon, il en a parlé avec sa mère, mais en fait, ils parlent pas français entre eux, donc moi, je sais pas vraiment ce qui s'est dit. Est-ce que ça a été recadré fermement? Est-ce que ça a été genre, oh, c'est pas cool? Ou est-ce que ça a été, t'es complètement taré? Et surtout, en fait, il aurait fallu qu'elle parte parce que, bah, après avoir fait un truc comme ça, moi, j'ai pas envie d'avoir la personne dans mes pattes pendant plusieurs jours. Bien sûr. Forcément, ça va pas bien se passer. Et surtout, c'est vraiment venu. Enfin, moi, je l'ai dit, là, franchement, je me sens dépossédée de ma maternité. Je galère à donner le sein. Ta mère, elle la met au sein. Elle me dit, regarde elle tête en mode, t'as vu, moi, je peux l'accrocher alors que toi, tu n'y arrives pas, t'es même pas capable. Ouais, C'était hyper humiliant. Ouais. C'était même vis-à-vis de ma fille, en fait, comment, moi, quand elle avait 20 ans, je lui dire, au fait, t'as été au sein de ta grand-mère. Tu, quoi, comme. Donc, ouais, non, pas facile. Pas facile cette scène. Et moi, perso, je le prends quand même comme un truc qui a pas arrangé la situation et qui m'a plus poussé vers le bas qu'autre chose. Et qui a joué quand même dans ce fait de complètement abandonner le sein parce que vraiment ça a été dur hein, d'absorber le choc sur le moment. Bon, après, on a déjà parlé, pas dans le podcast, mais sur Instagram, de mamans qui allaitent des bébés de copines ou des trucs comme ça, mais avec un consentement, évidemment. Oui, voilà, il y a pas de. Et il y a des cultures où les grands-mères allaitent encore, mais c'est dans la culture et il y a un consentement, encore une fois. Il y a du lait, évidemment. Mais oui, Ouais, non, ouais. là, le truc. Moi, j'ai ma soeur qui allait son fils. On a eu un bébé au même moment. Ça m'aurait pas du tout dérangé qu'elle donne le sein à ma fille. Parce que, en fait. Oui, mais s'il y aurait eu un accord, si tu sentais qu'elle avait faim, que tu n'y arrivais pas, enfin plein de là, paramètres. Ouais. Je crois que c'était dans. Comment ça s'appelle la daronnie TMTC où elle avait mis ça, où quelqu'un avait dit ma belle-mère a essayé d'allaiter mon enfant. Ouais, bah, ou même nous dans nos DM, il y a une belle-mère qui avait dit j'aimerais tant allaiter à la place de ta mère. Enfin, arrêtez. Des trucs à régler, les gars. Ouais. Moi, j'arrête de me plaindre de la mienne. Ah, super. On revient sur le tir allaitement. Ouais. Bon, et donc, on sait que c'est une grosse logistique, le tir allaitement. Est-ce que, et on sait aussi que le matériel joue un rôle essentiel dans ce tir allaitement exclusif. Toi, tu peux nous parler du matériel qui t'a accompagné pendant ces 8 mois et si on te suit, on peut avoir un avant-goût. J'avais vu toutes tes bouteilles de stock de lait, tes tire-laits, etc. Vraiment, t'es méga bien équipée. Je pense que c'est un gros coût déjà financier. Vas-y, dis-nous. Alors au niveau du matériel, il y a le tire-lait de location qui pour le coup, là c'est pris en charge par la Sécu et la mutuelle. C'est l'avantage quand même. Après, si on est en tire-allaitement exclusif, je trouve que c'est quand même assez indispensable d'avoir un tire-lait portatif. Enfin, même si on n'est pas en tire-allaitement exclusif, mais je veux dire d'autant plus dans ce contexte-là parce que on se déplace, on a besoin de vivre, on ne peut pas se balader avec son Spectra tiré dehors, c'est invivable. Il y en a des plus ou moins robustes parce que c'est vrai que quand on est aussi en tire-allaitement exclusif, le tire-lait il se fait rapidement. Outre le déchargement, il y a aussi le fait qu'ils sont faits pour 250 heures de tirage, donc vite les atteindre, en fait, on s'en sert assez régulièrement. Donc c'est assez coûteux. Après, il y a des modèles qui sont quand même assez bien. J'en ai testé plusieurs et c'est vrai qu'il y a des marques qui sont mieux que d'autres. Après, il y a tout ce qui est sachet de conservation de lait maternel. Ouais, ça coûte cher, je trouve. Ouais, ça aussi, c'est assez coûteux. Il y a la glacière pour conserver le lait si on tire à l'extérieur ou si on doit amener du lait à l'extérieur pour le transporter en respectant la chaîne du froid. Le chauffe-biberon, si le bébé il n'aime pas le lait froid, et en général, il n'y en a aucun qui le les biberons, et je pense que c'est tout. Après, il y a tout ce qui est pour la logistique du tire-lait en extérieur. Moi, je sais que je prenais des sachets pour mettre les parties de tire-lait qui étaient imbibées de lait si je voulais pas les nettoyer. Et si par contre je voulais les nettoyer, je prenais des lingettes à l'eau et j'essayais de nettoyer du mieux possible pour le prochain tirage. Et t'avais genre une appli de suivi ou après tu... Non, j'avais pas d'appli de suivi. J'essayais de faire attention aux horaires. Après, au début, j'étais très religieuse. Toutes les 3 heures, au fur et à mesure,
on peut quand même espacer. Et puis des fois, on comprend que si on tire 1 heure plus tard, c'est pas non plus la fin du monde parce qu'il faut vivre aussi. Hein, on peut pas forcément toujours tirer au moment opportun. Mais non, moi après, j'avais pas trop de problèmes au niveau des quantités. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Donc je suivais même pas réellement combien je tirais, enfin de manière très approximative. Et est-ce que tu as un achat, un access qui a changé ton quotidien? Moi, c'est la gourde réfrigérante, par exemple. Mais après, moi, je suis pas en tir-allaitement exclusif, je tire pour le travail. Je pense aussi la gourde parce que c'est vraiment le point le plus important. Après, on peut toujours le conserver. Je veux dire, si tu tires et que tu rentres 1 heure après chez toi, c'est pas un drame de pas le conserver au frais. Mais c'est vrai que si on part une journée entière et qu'il n'y a pas le bébé, ou même s'il est avec nous et que, ça évite quand même des pertes de lait où on sait que, quand on sait ce que ça représente, on n'a pas envie de perdre et de jeter son lait, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais à une maman qui passe en tir-allaitement exclusif ou qui souhaite, ça peut être un souhait de faire un tir-allaitement exclusif comme matériel prioritaire? Qu'est-ce qu'on investit? Je pense que le meilleur investissement, c'est de prendre une taille, la bonne taille de tétrelle. En fait, c'est bête, c'est le même truc, mais de prendre la bonne taille de tétrelle. Et je sais que ça peut être un investissement parce que des fois, il faut acheter 2, 3 paires, le temps de comprendre laquelle est la plus adaptée. Surtout que quand on tire depuis longtemps avec une mauvaise taille, des fois, le mamelon, il est plus gonflé que si on tire avec la bonne taille. Enfin, c'est tout un... Et du coup, si on peut investir dès le départ dans une consultation avec une conseillère en lactation qui va donner la bonne taille et la paire de tétrelles et la paire d'inserts, si on a un tiré portatif, je sais que ça peut sauver des tirs allaitement, ça, parce que quand on fait que tirer avec la mauvaise taille, ça peut avoir des répercussions catastrophiques. Et ta taille, elle peut évoluer au fil de ton tir allaitement, ouais. Et là, on va parler un petit peu des avantages et des inconvénients du tir-allaitement exclusif. Après, il y en a qui le font par le choix et d'autres par nécessité. Nous, on en a déjà parlé. On avait fait un épisode sur l'allaitement d'un bébé porteur de fente labiale. Donc là, c'était nécessaire que la maman tire son lait. Pour toi, c'est quoi les aspects positifs du tir-allaitement exclusif? J'ai pu laisser le père faire les nuits tout seul pendant 2 mois. Ouais. C'est quand même, c'est pas mal sympa. Il y a aussi le fait que quand je m'absente, il n'y a pas de stress. Je sais que les bébés qui sont au sein, des fois, le biberon, c'est compliqué. Et là, comme elle y était habituée dès le départ, en fait, que je sois là ou pas, ça n'a pas d'impact. C'est aussi le fait que moi, j'ai arrêté de tirer mon lait au bout de 8 mois et demi. Elle a quand même eu du lait maternel. Elle a pu bénéficier quand même de lait maternel pendant plusieurs semaines après. Parce que justement, il y avait un stock. Après, je sais qu'il y en a certaines, ça les rassure au niveau quantité de savoir ce que le bébé est faire. Moi, c'est vrai que ça n'a jamais trop été un sujet parce que je suis partie du principe qu'elle soit au sein ou au biberon, de toute façon, c'est elle qui prend la quantité qu'elle veut. Et on ne peut pas forcer un bébé à boire. C'est à la demande, biberon ou sang. Donc, c'est vrai que moi, je n'y ai pas vu un avantage là-dessus. Parce que aussi, je veux dire, j'imagine qu'avec certaines pathologies, c'est bien de suivre ce que le bébé mange. Étant un bébé en bonne santé, il n'y avait pas d'intérêt particulier là-dessus. Mais je pense que c'est tout. Après, c'est vrai que c'est aussi satisfaisant de voir ses tirages, de voir son lait, effectivement, de voir la chose. Il y a aussi d'autres usages que j'ai pu avoir du lait quand il était, par exemple, resté dehors trop longtemps ou quoi, pouvoir en mettre dans le bain, pouvoir faire des savons avec, lui mettre sur la peau. C'est quand même sympa de ne pas se dire je vais tirer juste pour ça et de se dire il m'en reste un petit peu trop, je peux l'utiliser à cette fin-là. Mais je pense que c'est tout. Après, il y a aussi le retour au travail. Du coup, moi, je ne l'ai pas tant senti. Je sais que ça peut être un peu dur pour les mamans qui donnent le sein. Moi, au final, on poursuivait ce qu'on faisait déjà. Donc voilà. Et à l'inverse, quelles ont été les plus grandes difficultés? La charge mentale. Ouais, tu m'étonnes. La charge mentale, la logistique, même si, au bout d'un moment, je le gérais, c'était quand même pas cool quand tu sors dehors de te dire, il va falloir que je tire mon lait. Est-ce qu'il faut prendre un café pour tirer son lait, pour se poser dans un lieu calme? Est-ce que je vais avoir accès à un point d'eau? La vaisselle, se lever la nuit pour tirer, c'est horrible. Horrible. Faire la vaisselle aussi, parce que du coup, faut quand même. Voilà, il est 2h du matin, t'as qu'une envie, c'est d'aller te recoucher, mais tu sais que t'as ton tirage après à 8h, donc il faut que tu laves tes tétrelles pour qu'elles aient le temps de sécher, de se stériliser, etc. Il y a aussi le fait de gérer un bébé seul et de tirer ton lait, c'est super dur. Parce que moi, je sais que j'avais un bébé qui demandait constamment les bras. Donc, quand t'es avec tes tétrelles, ton tire-lait, ça te met un coup. Enfin, le bébé te met un coup, ton truc, il se décale, tu peux te blesser. Voilà, c'est surtout la logistique et la charge mentale, pour moi, le
le plus difficile. Mais ça se fait. Mais c'est pas cool. Tu as parlé tout à l'heure d'une mycose, on est passé vite dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette année, enfin pas une anecdote du coup, mais cette difficulté supplémentaire dans ton parcours? Oui, la mycose, elle est arrivée 3 semaines après. C'est ça aussi qui a poussé dans la décision. J'ai pas pensé à le dire, mais en fait, j'oublie totalement. Mais ça a poussé aussi l'idée de me dire j'arrête le sein parce que ça fait trop mal. La mycose, ça fait comme, enfin, la douleur, c'est comme s'il y avait des aiguilles qui rentraient dans le sang. Donc, sachant que déjà, elle t'était pas bien au point de me faire des crevasses et qu'en plus, il y avait cette nouvelle difficulté. Bon, j'ai essayé de limiter la casse. Mais du coup, la mycose, je pense que tout le monde connaît la mycose, hein, pas forcément à cet endroit-là, mais champignon qui se développe et qui prolifère. Et malheureusement, en France, il y a beaucoup de traitements pour la mycose mammaire qui sont plus produits par les laboratoires, qui sont plus sur le marché, etc. Donc en fait, on a essayé de me soigner avec des traitements qui sont pas en première intention. Rien n'a fonctionné. Voilà. Je l'ai traîné pendant 8 mois et ça s'est arrêté quelques semaines après l'arrêt de l'allaitement. Mais c'est pas facile parce que du coup il y a cette stérilisation qui est nécessaire du matériel. Quand on tire notre lait, on n'a pas de risque de contaminer le bébé. Du coup, le lait exprimé, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de contact direct. Je crois que c'est antifongique le lait en plus, donc bon, je sais pas. Les champignons, c'est pas forcément contagieux en fait. Donc après, ton bébé peut en développer un dans la bouche si lui aussi il a une sensibilité, c'est-à-dire une immunité un peu inférieure ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est pas systématique, c'est pas quelque chose qui se transmet. Ok. Après, quand même, nettoyer le matériel, c'est plus pour te protéger toi en fait. Contamine bébé-maman. Je sais qu'il y en a qui font pas mal d'allers-retours. Mais bon, moi, pour le coup, elle n'a pas été contaminée. Donc, oui, du coup, la mycose, voilà, il n'y a pas eu de traitement efficace. Malheureusement, j'ai 5 différents quand même. Je suis allée chercher des qui étaient plus produits, mais qui étaient dans les fonds de tiroir des pharmacies, et que je pouvais quand même acheter sans ordonnance. Il y a eu des grosses ruptures à un moment sur les Dactarins, les choses comme ça. Mais t'as pas eu un traitement par la bouche? Si, inefficace. Et ça te faisait quand même les coups de poignard anti-allaitement? Ça fait pareil? Ouais. C'est différent, c'est moins douloureux, mais ça fait quand même mal. Après, au bout d'un moment, j'étais tellement habituée que voilà, tirer son lait. Après, c'est aussi le truc pas cool dans mon cas, c'est que tirer mon lait, c'était douloureux. C'était pas un moment agréable. Donc déjà, c'est pas cool de base, mais en plus, quand à chaque fois tu te dis je vais avoir mal. Une grosse détermination quand même. Bravo. Ouais, bravo à toi. Et qu'est-ce que pour toi cette expérience t'a appris sur toi-même? Queen, j'ai envie de te dire. Que j'avais plus de patience que je pensais, que j'étais très persévérante parce que mine de rien, c'était pas facile. Il y a beaucoup de fois où j'ai voulu baisser les bras, mais j'ai quand même continué. Et je suis contente, je suis fière. Et hyper dévouée à ma fille quand même pour avoir réussi à cette difficulté. Mais voilà, que j'avais plus de patience et de persévérance que ce que je pensais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à la Victoria qui vient d'accoucher de sa deuxième fille? Oui, que c'est pas un échec de devoir passer en tir-allaitement, que c'est un rempart qui s'avère nécessaire pour plein de raisons différentes en fonction des femmes, mais que c'est pas un allaitement de seconde zone et qu'elle est légitime d'allaiter de cette façon-là parce que malheureusement, elle n'a pas pu avoir un accompagnement à la hauteur. J'ai envie de noter c'est pas un allaitement de seconde zone. C'est pas mal, ouais. Désolée, je pleure à chaque épisode. Et quel message aimerais-tu transmettre à une maman qui est actuellement en train de tirer son lait plusieurs fois par jour et par nuit et qui doute de sa capacité à continuer? Encore une fois, je réitère le message que c'est pas un allaitement de seconde zone parce qu'on a beaucoup cette image-là de oui, tirer son lait, c'est pas vraiment allaiter. Enfin, oui, mais pas trop non plus. C'est tout autant de mérite que les femmes qui donnent le sein, qu'on a tout du mérite en fait, peu importe la façon dont on allaite. Même plus parce que Je n'ose pas dire pratique, parce que moi je me dis que ça peut ouais. pas être très drôle de donner le sein au milieu de la nuit. Enfin, moi je l'ai jamais fait, donc je me dis quand même ça va pas non plus être de tout repos de donner le sein parce que tu peux jamais parfois passer la main, donc ça va pas être. Mais non, mais que aussi c'est pas un drame de savoir, enfin de connaître ses limites et de se dire ok là j'en peux plus. Moi je sais que j'ai arrêté parce que je devais partir en vacances et j'ai dit c'est mort, je tire pas mon lait toute seule avec ma fille. Et c'est chacun fait à hauteur de ses capacités, que une personne n'est pas meilleure qu'une autre parce qu'elle a allaité plus longtemps et que voilà, chacun fait avec ses réalités quoi. On t'aime trop. Bravo.
Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Victoria, merci infiniment d'avoir partagé avec nous ton histoire avec autant de sincérité et de courage. Ton témoignage met en lumière une réalité encore trop peu représentée, celle des mères qui nourrissent leur bébé grâce au tir-allaitement exclusif. Derrière chaque biberon de lait maternel, il y a souvent des heures de tirage, de logistique, de persévérance et parfois aussi beaucoup de solitude. Nous espérons que cet épisode permettra à d'autres parents de se sentir compris, soutenus et reconnus dans leur parcours, quel qu'il soit. Merci pour ta confiance et merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.